Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans l'émission Impact sur Synapse TV. Notre invité du jour est Monsieur Nour Diagne, que je laisse se présenter. Bonjour Monsieur Diagne. Bonjour madame, je suis enchanté d'être dans votre émission. Je m'appelle Ibrahima Noureddine Diagne. Je suis actuellement l'administrateur général de Gaïndé 2000 et j'ai un parcours où j'ai pas mal côtoyé de jeunes entrepreneurs. J'espère que les discussions me permettront d'évoquer ces expériences. Merci beaucoup, Monsieur Diagne. Et nous discutons d'un sujet très important de nos jours, compte tenu de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui porte sur l'entrepreneuriat numérique. Quelle opportunité financière pour les e-entrepreneurs, ou plus précisément les entrepreneurs digitaux au Sénégal? Parce que nous ne sommes pas sans savoir que l'économie numérique offre de nos jours de nombreuses opportunités pour la plupart des porteurs de projets dans ce secteur. Et donc, très rapidement, nous passerons pour poser quelques questions pour pouvoir répondre à cette interrogation. Alors, Monsieur Diagne, pouvez-vous nous en dire plus sur le e-entrepreneuriat? Oui, alors c'est une notion nouvelle qui ne définit pas forcément quelque chose de qualifié parce que vous allez avoir des entrepreneurs qui vont mettre le digital au service d'une réalité économique déjà existante. Donc une entreprise qui va utiliser le digital pour pouvoir améliorer ses performances, la relation avec ses clients ou autre chose. Et d'un autre côté, vous allez avoir des entrepreneurs qui vont faire de l'innovation pure. Ça veut dire qu'ils vont se mettre sur le terrain d'un service qui n'existait pas, notamment dans le divertissement, on voit qu'il y a plein de choses que les jeunes peuvent faire, ou d'une intermédiation qui n'existait pas, et donc créer des valeurs ajoutées nouvelles. Donc c'est pas seulement, il n'y a pas une seule manière de se qualifier e-entrepreneur. On peut utiliser le digital pour se transformer, on peut l'utiliser pour se compléter, mais on peut l'utiliser pour carrément apporter une nouvelle frontière. Ok, et en fait, là, vous étiez même en train de répondre à ma deuxième question, c'est de connaître en fait la situation de l'entrepreneuriat numérique au Sénégal. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, je n'ai pas de chiffres parce que vous savez, ça va tellement vite. Je ne pense pas qu'il existe aujourd'hui des statistiques qui mettent en avant cela. Mais il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, ce qu'il y a de plus dynamique dans l'entrepreneuriat digital, c'est le commerce électronique à travers les réseaux sociaux. Donc ça, on sait qu'il y a une très forte vitalité. Vous allez voir que parmi les nombreux comptes de réseaux sociaux qui existent, la plupart ont une vocation commerciale. Et c'est des entrepreneurs qui parfois n'ont aucune connaissance du digital parce qu'ils vendent des produits normaux et utilisent le digital comme moyen de commercialisation. Après, vous avez la deuxième vague d'entrepreneurs qui, eux, ont peut-être une maîtrise de ces technologies. Ils sont moins nombreux, ils vont sur des sujets qui sont plus audacieux parce que c'est des sujets qui misent sur des transformations en fait des normes de consommation. Ils ont vu que ça marche en Europe, que ça marche aux États-Unis ou en Asie, et ils font le pari que c'est un besoin qui n'a pas besoin d'être socialisé, on va dire, donc mise en fait, quel est le mot que je dois utiliser? Standardisé par rapport aux réalités sociales locales. Et donc, ça fait qu'il y a parfois beaucoup d'échecs et que les plus endurants, c'est ceux qui apprendront de ces échecs et qui vont faire les adaptations nécessaires pour se réinventer. C'est facile aujourd'hui de reprendre un modèle qui a déjà été tropicalisé et de s'y mettre, mais c'est très difficile d'être un pionnier pour inventer un modèle qui n'existe pas et l'adapter à la réalité. Donc ça, c'est des difficultés auxquelles les entrepreneurs font face. Oui, justement, lorsque vous étiez en train de parler de transposer en fait un modèle extérieur face aux réalités africaines ou plus précisément aux réalités sénégalaises, quels sont en fait les défis que rencontrent ces entrepreneurs-là? Est-ce qu'il faut forcément que les porteurs de projets ramènent un modèle qui n'est pas le nôtre, qui ne répond pas aux réalités dans lesquelles nous sommes? C'est une très bonne question parce que parmi les entrepreneurs, vous avez des gens de la diaspora qui sont de retour et qui donc sont habitués à des normes de consommation qui sont différentes des nôtres. Vous avez d'autres qui regardent les émissions et l'actualité et se disent mais tiens, ça pourrait marcher ici.
Mais je pense que ceux qui prennent le temps d'étudier la sociologie et de sortir un produit qui est adapté, il faut avoir des moyens pour le faire. Hein. Quand on a une idée, très peu de moyens, beaucoup d'énergie, souvent on va sur l'idée à fond et c'est le retour du marché qui va finalement être l'apprentissage. Mais quand on a des moyens, on peut faire l'étude, on peut faire des tests, on peut faire des panels, on peut corriger, on peut améliorer et à la fin, on donne le bon produit qui est adapté. Donc je dirais que voilà, c'est selon la poche qu'on a et l'intuition qu'on a, parce que parfois même sans tester et tout, on apporte une idée miraculeuse et elle fait le changement. Mais ce n'est pas facile, il n'y a pas une règle universelle pour dire comment réussir lorsqu'on innove ou lorsqu'on transpose une innovation. Je rebondis sur un point dont vous étiez en train de parler tout à l'heure, ce sont les défis financiers. Donc peut-être pourriez-vous nous parler de quelques difficultés que rencontrent les entrepreneurs digitaux au Sénégal par rapport au financement de leurs projets? Alors, pour moi, le premier défi, c'est qu'ils n'arrivent pas à évaluer même leurs besoins financiers parce qu'ils sont portés par la générosité de leur idée et de leur projet. Et souvent, ils vont vous faire un business plan pas très ambitieux en termes de financement, mais très ambitieux en termes de revenus. Donc ça, c'est le premier niveau. Parce que si vous demandez 100 et qu'on vous donne 100, et qu'au bout de 3 mois, 6 mois, vous vous rendez compte que c'est insuffisant, là, vous avez un problème. Donc je pense que le premier défi, c'est d'être capable même de chiffrer le coût de leur projet. Ensuite, une fois qu'on a chiffré et qu'on s'est bien chiffré, c'est de trouver en fait le financement. Je pense que la plupart des jeunes entrepreneurs, c'est autour du cercle familial qu'ils arrivent à trouver un financement. Parce que souvent, ils ne croient pas que ça existe, le financement extérieur. Ils ne font même pas la démarche. Hein. Ils disent, ah ça, c'est pas pour moi, on donne ça qu'aux gens qu'on connaît et tout. Alors que je pense que de plus en plus, il y a des opportunités au Sénégal pour se faire financer, selon même les montants. Et le deuxième élément dont ils souffrent, c'est qu'ils veulent cacher leur idée. Ils pensent que si le financier il voit le projet, il va tricher, donner ça à ses enfants et tout. Oui, Voilà. oui, Et du coup, il ne va pas vouloir même aller demander du financement, ou il va mettre un projet très pauvre, où il a sorti toutes les bonnes idées, parce qu'il pense qu'une idée doit se cacher pour réussir. C'est vrai, mais ce n'est plus vrai. Aujourd'hui, ce n'est plus celui qui a le premier à avoir l'idée qui réussit. C'est celui qui arrive à faire de cette idée une réalité. Et donc, de plus en plus, il faut que les jeunes comprennent, ils peuvent aller protéger leur idée. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a accès à l'information sur leur idée qu'il sera capable de faire ça. Ça demande beaucoup d'autres choses. Donc, il faut plus s'enfermer et se dire, bon, à moins que ce soit vraiment très original et que vraiment ça sorte des sentiers battus, mais il faut se dire que les idées, tout le monde les a maintenant. La difficulté, c'est de les transformer en affaires. Donc, quand on sort de ces deux premiers problèmes, le premier, c'est, bon, je chiffre mal. Le deuxième, c'est que je veux me faire financer, mais je veux cacher mon idée. Alors, le troisième niveau, c'est vraiment de trouver des guichets efficaces. Ça, il manque quand même de la clarté, de l'information. Je pense qu'il est temps qu'on puisse avoir un guichet unique qui donne vraiment la visibilité sur l'ensemble des sources de financement, subventions, remboursables, non remboursables, et qu'on commence à organiser aussi des jeunes avec des investisseurs. Je pense que c'est des choses qui vont pouvoir peut-être changer la donne. Ok. Il y a une phrase que vous venez de dire que je retiens bien. Ce n'est pas la personne qui est la première personne qui a l'idée, c'est pas ça qui est important, mais plutôt la personne qui arrive à la réaliser. Et vous parliez tantôt de défis financiers, de difficultés par rapport aux investisseurs. Donc maintenant, peut-être recentrerions-nous sur le sujet des opportunités financières au Sénégal pour les e-entrepreneurs. Alors, il y a l'entrée en matière, ce qu'ils appellent l'amorçage, c'est-à-dire le gars a une idée. En fait, ceux qui vont le financer, ils sont sûrs à 60% ou à 70% qu'ils risquent de se planter. C'est devenu la logique de l'investisseur. Hein. Quand on investit dans l'amorçage, on sait que, parce que c'est normal, le taux d'échec mondial, je ne parle pas en Afrique, de l'entrepreneur sur sa première entreprise, ça frise des 80%. Donc, c'est clair que quand vous êtes en amorçage, si vous demandez 20, 40 millions, ça ne risque pas de passer. Les gars, ils vont vous mettre un ticket sur lequel ils peuvent maîtriser la casse. Et donc, il faut que celui qui a un projet, il se dise que c'est un palier. C'est-à-dire, je n'aurai pas, s'il me faut 100 millions pour démarrer, je ne trouverai pas. Il faut commencer par quelque chose. Et une fois que vous avez fait, parce que les gens, ils aiment se dire qu'il a fait
tant d'années, il connaît le marché, il a testé. OK, le deuxième ticket, il peut être plus important. Donc, le troisième ticket, là, c'est que vous êtes sorti vraiment de la zone trouble. Il faut que les jeunes le sachent. S'ils ont de trop gros projets, et que là, ils vont aller vers les banques, et ils vont mettre en garantie des moyens très importants, et ce n'est pas la meilleure façon de réussir. Il faut se dire qu'il faut tester le marché avec une échelle réduite, avoir quelque chose qui prend, et ensuite passer à une seconde échelle. Maintenant, au Sénégal, toutes les structures existent, hein. Je pense que pour l'amorçage, on a pas mal de financement, pour le développement, pour même l'innovation, pour même les tests, il y a des fonds qui existent. Ce qui manque, c'est justement cette clarté avec ce guichet unique qui dira, voilà ce qu'il faut. Mais ce qu'il manque aussi, c'est le coaching, comme vous dites. Parce que ce que je dis là aujourd'hui, un jeune qui termine ses études, s'il n'a personne pour le conseiller et l'orienter, il va être sur des automatismes d'enthousiasme. Il va se dire, waouh, j'ai la bonne idée, il me faut tant de millions, faire telle chose, etc. Et il sera déprimé s'il n'obtient pas ces millions-là, alors qu'il y a une manière peut-être de s'y prendre qui peut lui permettre d'arriver au but final, mais en utilisant les paliers. Donc je pense qu'il faut également une armée de coachs, de mentors, voilà, pour pouvoir supporter les jeunes qui sont en phase d'amorçage. Merci beaucoup, Monsieur Diagne. Et en fait, une question me reste actuellement. C'est vous étiez en train de parler de business plan d'un entrepreneur, d'un porteur de projet qui vient et qui propose ses idées. Et peut-être me rapprocherai un peu de vous pour vous demander, dans votre cas, par exemple, un entrepreneur, un porteur de projet dans le digital qui vient vers vous. Quels seraient peut-être les critères que vous lui conseillerez de mettre en évidence pour pouvoir avoir accès à un financement ou à un éventuel investissement? Alors, il y a deux catégories. Si vous êtes un innovateur, ça veut dire ce que vous êtes en train de promouvoir n'existe pas. La manière d'apprécier votre travail sera différente de si vous vous mettez en compétition sur un marché qui existe où il y a des chiffres. Donc, si vous êtes sur un marché qui existe, où on a des chiffres, on a des données, on sait que ça vaut tant de millions ou tant de milliards, c'est votre stratégie marketing qui fera la différence. On va vous dire, il faut un positionnement. Quelle est la différence que vous allez apporter pour être perçu et avoir vos parts de marché? Si par contre vous êtes un innovateur, vous apportez quelque chose qui n'existe pas, alors là, c'est des conseils différents. Parce que soit vous testez à petite échelle pour savoir, mais comme c'est de l'innovation, les gens ne sont pas portés à tester à petite échelle parce qu'ils se disent, ah, là, l'idée, elle est dehors maintenant. Donc, c'est les cas les plus délicats, c'est lorsqu'on veut faire de l'innovation réelle. En fait, si vous regardez, les gens qui ont changé le monde en matière d'innovation sur les usages, ben, ils sont partis de rien, ils ont osé, ils n'ont respecté aucune règle des livres de management ou de quoi que ce soit. Donc là, c'est l'audace et la ténacité qui vont être les déterminants. Mais quand vous parlez de business plan, comment le mesurer? C'est difficile. Un marché qui n'existe pas, par exemple, vous vous dites, voilà, je veux faire une application qui permet aux personnes voilà, allez, je vais prendre cosmétique, une femme qui veut aller dans un salon de beauté, de s'inscrire et d'avoir je ne sais pas quoi. Ça n'existe pas. Les gens sont déjà réglés, le samedi quand ils ont le temps, etc. Tout ça. Sur le modèle normal. Exactement. Donc quand vous amenez quelque chose de disruptif dans quelque chose qui correspond quand même à un usage, vous ne savez pas ce que ça peut donner. Il faut être très, très, très imaginatif et avoir de la chance. Et souvent, les idées qui explosent, c'est que le gars, il a de la chance. Il n'a pas été le premier à avoir l'idée. Parce que regardez tout ça, hein, si vous prenez l'exemple de Uber, si vous prenez l'exemple d'Amazon, mais ils n'ont pas été les premiers à avoir l'idée. Ils ont trouvé des gens qui se sont cassés les dents, et puis ils sont arrivés, soit au bon moment, soit avec un facteur qui fait la différence, et puis ils sont devenus des monstres. Donc voilà pour moi les deux cas de figure. Un marché qui existe déjà, c'est du marketing. Un marché qui n'existe pas, c'est de l'audace, de la ténacité. Et puis ça finit par arriver, mais personne ne peut le prédire parce que ce n'est dans aucun livre. Merci beaucoup, Monsieur Diagne. Très intéressant comme sujet. Il y a tellement de choses à dire sur le financement des entrepreneurs digitaux parce que nous remarquons que le digital, c'est vraiment le tremplin de l'évolution en Afrique, surtout dans cette révolution digitale dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Et peut-être voudriez-vous bien répondre à une dernière question? C'est
Avez-vous une idée de services financiers ou d'entreprises ou peut-être d'entreprises ou d'investisseurs qui, en fait, voudraient bien donner l'opportunité aux entrepreneurs digitaux? Ben, aujourd'hui, ben, sur la place de Dakar, vous avez l'ADER qui est connue, donc pour soutenir l'entrepreneuriat et qui est connue aussi pour avoir beaucoup d'appétit sur le digital. Parce que peut-être qu'ils ont compris que c'est là-bas où il y a le plus de possibilités d'avoir des effets exponentiels. Vous avez la fondation Mastercard qui est en train de mettre en place sa stratégie pour soutenir l'entrepreneuriat, pas que digital, mais digital comme un complément de service d'une manière générale. Alors, au-delà de ça, vous avez des programmes, des partenaires, par exemple, je prends les Allemands, la coopération allemande, ou même l'AFD, qui mettent en place des lignes pour pouvoir soutenir les jeunes dans l'entrepreneuriat. Certains avec de l'argent, d'autres avec des renforcements de capacité. Et il y a aussi tous les incubateurs qui sont en train de se mettre en place pour permettre aux jeunes de pouvoir lancer et tester leurs idées sans que le tout vienne de leur poche. Donc l'écosystème se construit. Le problème, c'est qu'il faut être informé parce qu'il n'y a pas de guichet unique qui centralise les informations qu'il faut. Et c'est ça qui va niveler et qui fera que les jeunes sauront vers quoi aller. Mais je pense qu'il y a de plus en plus d'opportunités et qu'il faut peut-être éviter les banques et les mutuelles de crédit parce que c'est des taux élevés, c'est des remboursements assez rudes. Et c'est sûr qu'un projet, on l'a toujours un peu mal évalué, que les revenus ne sont pas aussi rapides qu'on le pensait et tout. Donc normalement, il faut aller vers les mécanismes qui savent c'est quoi l'entrepreneuriat et qui savent qu'on ne réussit pas au bout de 3 mois à atteindre son chiffre d'affaires prévisionnel. Je vous remercie, Monsieur Diagne. Un sujet très intéressant. Et ce que je retiens à la fin, c'est qu'il y a beaucoup d'opportunités, mais il faut que l'entrepreneur, le porteur de projet, aille chercher l'information. Merci d'avoir suivi cette émission. Monsieur Diagne, aurez-vous un mot de la fin pour nos porteurs de projets, pour nos entrepreneurs dans le digital? C'est de leur dire que le monde n'a jamais été aussi ouvert. Tout le monde a son smartphone, tout le monde est connecté. C'est le moment de l'entrepreneuriat digital. Il faut y aller à fond, il faut innover. Vous pouvez faire des choses qui n'ont de valeur que dans votre quartier ou que dans votre communauté. Et puis après, ça devient national. Et puis après, ça devient africain. Et puis après, ça devient mondial. Il faut se dire que c'est ça, en fait, la réalité. N'ayez pas peur d'entreprendre quelque chose qui est dans un périmètre limité. Mais soyez ambitieux. Ne vous dites pas, je suis sénégalais, ça se limite au Sénégal. Non, vous êtes sénégalais, vous êtes gambien, vous êtes ivoirien. C'est l'Afrique votre terrain de jeu. Et c'est le monde aussi. Tôt ou tard, je pense que dans cette décennie, nous aurons une multinationale qui va couvrir le monde et qui sera née en Afrique. J'y crois. Voilà. Nous y croyons tous. Voilà. Nous y croyons tous. Et de l'innovation et de la volonté pour pouvoir y arriver. C'était l'émission Impact sur Synapse TV. Merci. Merci à vous.